As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai envie de parler de la blessure émotionnelle du rejet aujourd'hui. Donc je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont bien suivi mes vidéos, j'avais parlé dans ma vidéo de présentation pour ma vision de cette chaîne que je voulais aborder aussi des sujets que je trouve qu'on ne parle pas assez. Et donc c'est ce que j'ai eu à cœur pour cette vidéo d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui touche plus de monde que ce qu'on pense et on voit pas non plus énormément de vidéos de jeunes à ce sujet qui parlent de ce que eux ils ont vécu, genre sous forme un peu de story time, témoignages, etc. Donc c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Parce que récemment, j'ai reçu beaucoup d'enseignements à ce sujet et ça m'a permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à ça. Donc j'avais envie de faire cette vidéo, je pense que je la ferai en deux parties parce que le sujet est assez vaste et assez lourd à traiter. Donc je pense que je ferai une partie 1 où je vais présenter un peu ce que c'est, comment moi je l'ai vécu. Et dans une seconde partie, je présenterai donc comment s'en sortir finalement, ce qui a marché pour moi et ce qui, je l'espère, marchera pour vous aussi. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc c'est parti. Alors premièrement, qu'est-ce que la blessure du rejet? En fait, moi j'ai compris du coup ce que c'est et je vais essayer de l'expliquer avec mes propres mots, mais je pense que c'est important aussi de prendre une définition plus entre guillemets professionnelle, genre plus carrée, parce que moi je suis pas parfaite, donc ce que je peux dire ça peut être plus ou moins vrai mais plus ou moins faux aussi. Donc j'ai trouvé deux définitions qui je trouvais que ça résumait bien ce que c'était donc sur internet. Donc la blessure du rejet est l'une des blessures émotionnelles les plus profondes et les plus douloureuses que l'on puisse vivre. Elle se manifeste par un sentiment d'abandon, d'exclusion, d'inadéquation et ça peut profondément influencer notre comportement. Et la deuxième définition que j'ai trouvée donc c'est le fait de se sentir indésirable ou exclu par les personnes qui nous entourent, par des figures d'autorité, et cela va se manifester par un sentiment d'abandon profond ou l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes des autres et donc un sentiment de ne pas être aimé pour ce qu'on est, peu importe ce que l'on fait. Donc voilà, je trouve qu'en fait c'est une définition qui explique très bien ce que c'est et donc moi de ce que j'ai compris c'est vraiment comme c'est dit là, c'est le sentiment que on n'est jamais suffisant pour les autres, c'est le sentiment que quoi qu'on fasse on ne peut pas être aimé des autres pour ce qu'on est et donc ça va se manifester à ce qu'on va faire plein d'actes parce que on voudra être aimé, mais en fait ces actes ne marcheront jamais parce que quoi qu'on fasse, ça ne suffira pas parce que des gens qui nous rejettent, on en aura toute notre vie. Mais les personnes qui ont cette blessure du rejet, en fait, ils sont trop focus là-dessus et donc ils essayent de se débattre de eux-mêmes en posant des actes, mais finalement ça ne marche pas et c'est pour ça que ces personnes souffrent. Maintenant, j'ai envie de parler de d'où ça peut provenir. Donc, comme la plupart du temps, les blessures émotionnelles, elles se forment dans notre tête, dans notre âme, à l'enfance. Parce que l'enfance, c'est la partie de notre vie où on se construit. Où, disons par exemple, on est, je sais pas, de la pâte Fimo, genre, ou de la pâte à modeler, ou de la pâte à sel, je sais pas. Et avant qu'on la mette à cuire pour que ça soit dur et que ça devienne quelque chose qui va être notre décoration ou je sais pas quoi, d'abord elle est molle et pendant qu'elle est molle c'est là qu'on lui donne la forme qu'on veut que ça aille et ensuite on va la cuire. Et moi je dirais que l'enfance c'est cette période là, c'est la période où on est mou et donc on peut facilement se laisser façonner. Donc quand on est enfant, on est plus sensible à tout ce qui va être autour de nous, c'est-à-dire notre environnement familial, notre environnement à l'école, les relations avec les pairs, donc les amis, les gens de notre âge, les personnes qui nous entourent. Et donc dans cette période, on est sensible à tout.
Et en fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui se retrouve autour de nous, entre en nous d'une manière ou d'une autre. Et ça peut entrer d'une manière positive, donc comme ça peut entrer dans une manière négative. Et donc ça va construire la personne qu'on sera en grandissant, donc dans l'adolescence, puis dans la vie adulte et dans l'âge plus avancé. Et donc, les blessures émotionnelles, elles se forment aussi, donc la plupart du temps à ce niveau-là quand on est enfant, voire même aussi bébé, parce que on sait que ça a été prouvé scientifiquement que l'environnement dans lequel un bébé se trouve peut influencer la façon dont il va devenir quand il sera un enfant, puis un adolescent, etc. Je sais plus c'était quoi exactement, mais je crois que c'était une vidéo où ils avaient fait une expérience où c'était des adultes qui mimaient des disputes avec un bébé au milieu. Et on voyait que l'enfant, quand il était au milieu des disputes, il n'osait plus trop bouger, il était comme stressé, comme s'il n'était pas en paix, alors que quand il avait un environnement souriant où les gens se parlent calmement, se parlent bien, l'enfant était plus calme, il avait plus envie d'apprendre, il était plus curieux, plus joyeux, il bougeait plus, etc. Et donc ça prouve que quand on est dans l'enfance et même quand on est un bébé, tout ce qui est autour de nous a un impact sur nous. Et donc c'est là, la plupart du temps, que prennent racine toutes les blessures émotionnelles qui peuvent exister sur cette terre, et donc notamment le rejet. Et donc généralement, ce que j'ai le plus vu et ce que j'ai le plus compris et ce que j'ai pu expérimenter aussi, c'est dans le cadre familial. Il va y avoir en fait des petites actions que vous, en tant qu'enfant, vous allez prendre comme du rejet, comme un manque d'amour, parce que la personne, la figure d'autorité que vous prenez comme modèle ne vous manifeste pas le même amour qu'il manifeste aux autres. Et donc ça, c'est les racines principales du rejet pour la plupart du monde, la plupart des gens. Et donc ça peut être aussi tout ce qui est paroles dévalorisantes aussi, que ce soit des parents, mais aussi même des amis. Parce que du coup, oui, quand on est enfant, dans la jeunesse, etc., tout ce qui est relations amicales, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que justement on est en train de se construire et on cherche aussi à être avec des personnes qui nous ressemblent, et donc de voir que ces personnes peuvent nous rejeter, être méchants avec nous, ça a aussi des impacts dans notre tête qui peuvent rester et se manifester plus tard dans la fin de l'adolescence, dans le début de l'âge adulte, etc. Donc voilà, tout ce qui est paroles aussi qu'on a pu entendre, assimiler, qui ont été mal dites peut-être, mal interprété aussi parfois, parce que parfois c'est pas vraiment méchant, mais juste au vu de notre âge et des circonstances, on peut le percevoir, le recevoir d'une manière qui n'était pas la manière de base, mais le fait est que le résultat reste le même, ça nous impacte et ça se manifeste plus tard la plupart du temps. Et enfin ça peut être aussi juste des situations. Le fait d'être exclu, par exemple, je sais pas, vous êtes dans la cour de récré et là, il y a tous vos amis qui sont tous ensemble et quand vous venez, ils partent en courant. Enfin, genre plein de trucs comme ça. En fait, il y a tellement de petites actions différentes qui peuvent faire qu'on peut se sentir rejeté. Et donc voilà, moi je pense que ça prend vraiment racine dans l'enfance et que ça peut être sous différentes manières. Ça peut être des paroles directes, ça peut être des circonstances, ou ça peut être aussi des comportements que les gens vont avoir à notre égard et donc qu'on va mal prendre. Maintenant, on va parler des impacts psychologiques et les impacts émotionnels. Donc moi j'en ai répertorié 3 principaux, mais il y en a vraiment une multitude parce que c'est aussi beaucoup en fonction des gens, de comment les gens perçoivent, comment les gens reçoivent et comment tout simplement ça vient vers la personne et comment la personne va recevoir la chose selon son caractère, etc. Donc premier impact, c'est que ces personnes-là qui souffrent du rejet, ils vont avoir des difficultés à s'aimer, ils vont avoir une basse estime de eux-mêmes, ils vont avoir des difficultés à se valoriser. Je regarde en bas parce que j'ai tout écrit sur mon ordinateur. La personne elle a une faible estime de elle-même et elle se voit pas de la manière qu'elle est réellement. Elle se voit plus bas que ce qu'elle est réellement. Donc voilà,
le premier impact. Ensuite, deuxième impact, c'est qu'on ne se sent pas aimé des autres, c'est-à-dire qu'on pense que les gens ne nous aiment pas pour ce que nous sommes. Quand on va voir que les gens n'aiment pas quelque chose qu'on fait, on va le prendre personnellement. On va se dire oui, les gens ne m'aiment pas parce que je fais ça, et on va croire qu'on est une mauvaise personne, on va croire que personne ne peut nous apprécier à notre juste valeur. Aussi, on va beaucoup avoir peur de l'abandon. En fait, ça sera beaucoup de choses qui vont se manifester vis-à-vis de nos interactions avec les autres. Donc on va avoir peur de l'abandon, on va avoir peur que les gens soient hypocrites avec nous, on va beaucoup être dans la méfiance, etc. Parce que justement, on pense que les gens ne nous aiment pas, qu'ils sont manipulateurs, qu'ils jouent avec nous ou qu'ils se fichent de nous aussi. Et donc ça fait que, voilà, on va être beaucoup méfiant et hypersensible aussi. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont vis-à-vis des interactions. Et enfin, le troisième impact que j'ai pris, c'est les comportements aussi qu'on va manifester. Donc ça veut dire que ça va avoir pour impact qu'on manifeste des comportements assez contradictoires, donc particulièrement l'isolement ou justement la dépendance. Donc l'isolement, c'est-à-dire que vu qu'on croit que les gens vont toujours nous rejeter, alors on va rester dans notre coin, on va avoir peur de dire ce qu'on pense, etc. On va pas trop se mélanger justement comme mécanisme de défense, parce que comme dans le passé on nous a rejetés, on nous a dit qu'on n'était pas assez bien, etc. On va rester dans notre coin, parce que si on reste dans notre coin, on est sûr qu'il nous arrivera rien. On reste dans notre zone de confort, on laisse pas trop les gens entrer dans notre intimité, parce que on ne veut pas revivre le rejet. Et donc en contradiction, comme effet psychologique que ça peut développer, c'est que on va développer de la dépendance affective. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va voir quelqu'un qui nous manifeste un semblant d'affection, une personne qui manifeste comme un intérêt envers nous, que ça soit un intérêt amical ou un intérêt amoureux ou même dans sa famille, etc. Alors on va tout miser sur la personne, on va s'accrocher à la personne, mais d'une manière malsaine, parce que du coup on mettra toute notre espérance dans ce que la personne peut nous donner, dans ce que la personne peut nous manifester. Donc c'est-à-dire que on va beaucoup chercher l'approbation de cette personne, etc. Et donc voilà, on va vraiment être dans une dépendance affective où toutes nos émotions vont être conduites parce que la personne dit de nous, la personne pense de nous, ce que la personne nous manifeste comme action, comme signe d'affection, etc. Et donc voilà pour les impacts psychologiques et émotionnels et aussi du coup un peu comportemental que la blessure du rejet a pour effet. Et franchement, c'est vraiment mon combat en fait, la blessure du rejet, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était vraiment un des trucs les plus destructeurs, on va dire. Et c'est aussi des choses que beaucoup de gens n'ont pas conscience. Et sachant que moi, la première, je suis concernée, j'ai été concernée parce que par la grâce de Dieu, je ne suis plus dedans. Amen. Alors, ça me tient vraiment à cœur maintenant que j'ai compris, que j'ai pris conscience et que je suis dans la guérison, de partager ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu et que ça puisse aussi aider d'autres personnes à s'en sortir. Et aussi même aider des personnes à s'en rendre compte, parce qu'il y a des gens qui sont dedans mais qui ne savent pas. Et donc ça j'en viendrai aussi plus tard dans la suite de la vidéo. Donc maintenant on passe à la partie ce que cette blessure émotionnelle nous fait croire. Donc les mensonges intérieurs, les paroles qu'on va intérioriser en nous et qui vont devenir notre système de pensée, alors que c'est complètement faux du coup. Mais ça va être des pensées, des paroles qui vont nous dire qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, que si on est nous-mêmes, on va nous rejeter, qu'on ne mérite pas, aussi beaucoup cette idée de mériter, qu'on ne mérite pas d'être aimé, qu'on ne mérite pas qu'on s'intéresse à nous, qu'on n'a rien pour que les gens s'intéressent à nous, et donc ça va faire qu'on va être beaucoup dans la méfiance. On va aussi avoir cette pensée que si on va vers les gens, on va les déranger, on va les importuner, ils vont être comme agacés. On va aussi avoir des pensées de justification et aussi des pensées qu'on doit être parfait pour que les gens s'intéressent à nous, pour que les gens nous aiment, pour que les gens nous acceptent et ne nous rejettent pas. Donc on va être beaucoup dans le perfectionnisme et on va se dire si c'est pas parfait, mieux vaut pas le faire,
parce que si tu le fais et que c'est pas parfait, les gens vont te rejeter. Et donc tout ça, c'est juste une petite liste comme ça d'exemples, mais il y a vraiment énormément de pensées qui viennent dans notre tête quand on souffre de la blessure du rejet. C'est continuel en fait, à chaque fois qu'on va être confronté à une situation, alors on va penser à tout ça, alors que pour le coup c'est faux en fait. Donc du coup les conséquences concrètes, parce que là du coup je vous ai dit pensées qu'on peut avoir dans notre tête, mais donc concrètement ça va être que on va tout le temps douter de nous, on va tout le temps chercher à être parfait dans toute chose, et si on n'est pas parfait on va être frustré, on va avoir beaucoup de difficultés à recevoir les compliments, l'amour, on va aussi beaucoup masquer nos sentiments, on va se donner un genre un peu froid dans certaines situations. On a aussi, à contrario, beaucoup ce besoin de plaire, de chercher l'approbation des gens et de tout faire pour que tout le monde nous aime, parce que justement, comme on ne veut pas être rejeté, pour nous, si tout le monde nous aime, c'est qu'on est aimé. Donc c'est ce qu'on va faire, et malheureusement parfois on va le faire au détriment de nous-mêmes, genre on va être prêt même à faire des choses pour plaire aux autres parce qu'on aura un semblant d'amour, jusqu'à nous perdre nous-mêmes et faire des choses qu'on n'aime pas faire forcément. Et donc voilà. Et donc maintenant on va passer à mon témoignage. Du coup moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai identifié, du avant, du pendant et du après. Et donc voilà, pour mon histoire, alors moi j'ai toujours quand j'étais petite, j'étais quelqu'un qui était hyper serviable. C'est-à-dire qu'on m'envoyait tout le temps. Genre, c'était à moi qu'on demandait de faire certaines choses, parce que j'avais comme un peu cet esprit de grande sœur, même si j'ai une grande sœur. Mais genre, dans les faits, c'était un peu plus moi la grande sœur. J'aimais beaucoup aider, j'aimais beaucoup être comme la leader un peu. Vous voyez, je prends beaucoup des initiatives. Du coup, quand on entend un peu crier, un peu bagarrer dans la chambre, c'est moi qu'on va appeler. Oui, Mélissa, qu'est-ce qui se passe et tout, genre. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette âme d'être serviable, de prendre des initiatives, d'aider, etc. J'étais quelqu'un qui aimait aussi beaucoup mes copines. Pour vous dire, après l'école, quand j'étais en primaire, on s'appelait avec mes copines et on parlait pendant des heures, genre 3 heures. Déjà, on était ensemble toute la journée à l'école. On rentre, au lieu de faire les devoirs, de manger ou je sais pas quoi, regarder la télé. Non, nous, on prenait le téléphone, on s'appelait de environ 17h jusqu'à 20h, genre l'heure de manger, etc. Et je me rappelle que c'était vraiment notre petit rendez-vous et on aimait trop, on parlait, on rigolait et c'était vraiment des choses que j'appréciais beaucoup. J'aimais aussi aller chez mes copines pour le coup. Bon, j'y allais pas non plus énormément parce que bon, vous connaissez les parents africains, mais ouais, en fait, tout ce qui était en rapport avec l'amitié et tout, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'aimais aussi beaucoup les sorties en famille, etc. Donc, ça, c'était comment j'étais, on va dire, à la base. Mais c'est aussi dans cette période qu'on commençait ce que je pense, les traumatismes, on va dire, qui ont fait que par la suite j'ai été différente en grandissant. Donc alors ce qui m'a touchée premièrement, c'est que dans ma famille justement, du fait que j'étais quelqu'un de très serviable, on m'envoyait beaucoup comparé à mes deux sœurs, donc comparé à ma grande sœur et ma petite sœur, c'était toujours moi. Et en grandissant, et notamment par exemple dans l'adolescence, j'ai commencé à voir ça mauvais. Ma mamie, elle me disait oui, tu sais Mélissa, si on t'envoie beaucoup, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que justement on t'aime beaucoup et on voit que c'est quelque chose qui est propre à toi, etc. Mais moi, franchement, arrivée à l'adolescence, en fait, j'en avais juste marre. Genre, je voulais qu'on me laisse tranquille. Vous connaissez un peu la crise d'adolescence. Et du coup, du fait de ça, j'ai un peu pris ça méchamment parce que je me suis dit, en fait, on m'aime pas, donc on veut me faire travailler. Et mes sœurs, on les laisse tranquilles dans leur coin, etc. Et donc, j'ai pris ça comme du rejet de la part de mes parents. J'ai aussi eu dans ma famille du favoritisme, du coup, pas envers moi, envers d'autres personnes. Et ça, c'est un truc que j'ai extrêmement mal vécu aussi. Le manque de compassion aussi par rapport à certaines situations que j'avais et tout. Quand c'était d'autres personnes de ma famille, c'était pas grave. Mais quand c'était moi, alors là, c'était la fin du monde et tout. On crie, on s'énerve, etc. Et donc ça aussi je l'ai vécu comme du rejet. Donc je pense que c'est là que ça a pris racine parce que à ce moment-là je pleurais beaucoup, j'étais devenue très colérique du coup à cause de ça. Mais en grandissant je suis passée à autre chose. Mais je pensais que moi j'étais en passée à autre chose.
mais mon âme n'était pas passée à autre chose parce que finalement, ça s'est manifesté dans beaucoup de secteurs de ma vie aujourd'hui. Je vous en parlerai plus tard. Pareil, à l'école, j'ai commencé à avoir aussi des copines qui étaient parfois un peu méchantes avec moi, genre ouais mais Mélissa tu fais pitié, ouais mais Mélissa pourquoi tu parles pas, ouais mais Mélissa pourquoi tu lis un livre, enfin genre des choses un peu bêtes comme ça, mais genre moi ça a commencé à entrer dans ma tête et donc j'ai commencé à devenir un peu plus timide. Ensuite même en maternelle aussi, j'ai eu des copines comme ça, enfin des copines, vous connaissez. Ensuite, au collège et au lycée, je me suis fait une meilleure amie. Et en fait, vous connaissez quand on a une meilleure amie et tout ça, les gens vont beaucoup nous assimiler l'une à l'autre parce que souvent on est tout le temps ensemble et du coup moi c'était le cas avec ma meilleure amie, genre on était vraiment tout le temps ensemble, tout le temps collés. Moi j'aimais trop ma copine, elle aussi elle m'aimait trop, on était vraiment comme ça. Et il y avait beaucoup de gens qui admiraient notre amitié, mais il y avait aussi du coup des gens qui ont pu entre guillemets émettre une préférence sur elle et pas sur moi par exemple, ou oui justement avoir un regard sur nous comparatif. Donc vu qu'on est tout le temps ensemble, les gens se permettent de nous comparer alors qu'on reste quand même des personnes à part entière vu qu'on est juste aussi des amis. Du coup c'est ça, genre j'ai un peu souffert aussi du fait que on ait des caractères assez différents et moi dans ma façon d'être je suis quelqu'un d'un peu plus effacé alors qu'elle était un peu plus sociable, un peu plus extravertie, etc. Et donc ça a fait que parfois j'ai vécu des sentiments aussi d'exclusion du fait de mon caractère. Et voilà, j'ai un peu été parfois un peu dans son ombre et tout parce que moi justement j'étais quelqu'un de très timide et j'ai pu aussi beaucoup me cacher derrière elle. Et donc ça fait que oui, j'ai vécu des sentiments, enfin des situations où on m'excluait, où on me rejetait justement en mode toi je t'aime pas mais elle je l'aime genre. Et donc ça aussi c'est des choses que j'ai pu vivre au collège et au lycée qui m'ont impactée. Pareil, à la fac aussi j'ai eu à être avec des personnes qui ne sont pas méchantes bien évidemment mais qui ont pu être un peu maladroites, donc j'ai pu aussi vivre des sentiments d'exclusion avec eux et donc tout cela ça a eu pour effet beaucoup de choses. Donc premier effet c'est que donc aujourd'hui j'ai grave des lacunes dans mes amitiés, c'est-à-dire que j'aime pas qu'on m'appelle, j'aime pas être au téléphone, j'aime pas trop de sollicitations, genre ça me met mal à l'aise et limite parfois ça m'énerve, genre je me dis mais pourquoi on m'appelle tout le temps, mais pourquoi les gens me posent des questions, etc. Genre c'est comme si en fait j'avais comme un dégoût de la manifestation de l'amour des gens, enfin des amis en tout cas. Après avec ma famille ça va, mais oui c'est vraiment dans les amitiés. Ensuite j'ai beaucoup du mal un peu dans cette continuité à être initiatrice de sorties, etc. Genre je vais pas forcément proposer à mes amis de sortir et beaucoup l'ont déjà mal pris. Je me suis excusée, pardonnez-moi les amis. Mais ouais c'est quelque chose genre déjà que de base j'avais pas l'habitude du fait d'être dans une famille africaine et tout, on n'a pas trop grandi avec le fait d'aller au restaurant, d'aller faire des activités, etc. Mais après quand j'ai pu avoir un âge où je le faisais pas forcément parce que je sais pas, dans ma tête je me disais mais pourquoi moi je vais demander à quelqu'un genre d'aller sortir et tout, enfin je sais pas, les gens ils ont pas que ça à faire de sortir avec moi, enfin genre je vois pas d'intérêt en fait, genre. Mais après si moi on me propose, je vais dire oui, je vais y aller avec plaisir, je vais passer un bon moment, mais de moi-même pas possible. Ça fait aussi que parfois je vais avoir tendance à rester dans mon coin, dans certains environnements, notamment quand il y a des personnes que je connais pas forcément, pour ne pas me sentir rejetée si je viens et que je dis des choses un peu bizarres ou quoi. Je fuyais beaucoup quand on me posait des questions par rapport à moi, comment je me sens par rapport à certaines choses, est-ce que je vais bien, etc. Genre je fuyais toujours, qu'on va parfois vouloir aider les autres mais pas dans un bon but, parce qu'on va vouloir aider les autres soit pour fuir notre problème, soit pour qu'on puisse avoir dans notre cœur cette impression de se sentir valorisé parce que nous avons fait une bonne action. Et donc ça c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup été aussi. Donc là c'est aussi un truc que j'essaye de travailler, d'aider que quand c'est nécessaire et que je sens dans mon cœur qu'il faut le faire, et pas de vouloir aider tout le monde n'importe comment et tout juste pour que dans ma tête je me dise ah ouais Mélissa mais
regarde, t'es une bonne personne et tout, les gens peuvent pas te rejeter vu que t'es quelqu'un qui aide, etc. Enfin, j'étais, je sais pas trop, qui cherchait aussi beaucoup la reconnaissance et l'approbation des gens dans ce que je faisais. Donc je demande pas forcément l'avis des gens, mais je vais faire des choses et ensuite je vais attendre que quelqu'un me fasse un compliment, que quelqu'un me valorise, que quelqu'un me dise « Ouais, Mélissa, t'as trop bien fait » ou genre « Bravo, t'as trop d'aide et tout ». Alors que, parce que en fait, dans notre tête, quand on souffre de la blessure du rejet, c'est qu'on va se dire, si quelqu'un me valorise, si quelqu'un me donne son approbation, ça veut dire qu'il m'aime. On fait ce raccourci-là et donc on est beaucoup dans la recherche de l'approbation, la recherche de la reconnaissance et on est beaucoup à vouloir prouver. Aussi, l'idée de dépendance affective et d'obsession du rejet, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça a été un combat aussi. Ensuite, le fait de ne pas être réceptive aux remarques et aux reproches qu'on peut nous faire, vraiment comme ça, genre, alors que parfois c'est aussi pour mon bien, c'est pour que je change parce que objectivement je ne suis pas entourée de personnes méchantes et donc je sais que si on me fait des remarques ou des reproches, c'est dans un but constructif, mais quand on a la blessure du rejet, on voit pas les choses de cette manière. Enfin, dernière chose aussi qui m'a impactée, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenue grave hypersensible à l'indifférence ou au silence des gens. C'est-à-dire que dans mes amis et tout, quand quelqu'un va me mettre un remis, chose que je fais aussi parce qu'on le fait tous en vrai, parfois, genre tu entrouvres le message, tu vois que c'est des messages vocaux et t'es dans une posture où tu peux pas écouter, bah oui, t'as entrouvert et tu vas pas répondre maintenant, tu répondras quand tu pourras, genre, ce qui est tout à fait normal, ce que je fais moi-même aussi, mais en fait, quand on a la blessure du rejet, on va prendre cela pour du rejet justement. On va se dire ouais mais la personne elle ouvre pas parce qu'elle a pas mon temps, parce qu'elle s'en fout de ce que je veux dire, parce que c'est un manque de considération, parce que la personne en fait elle est méchante et en fait elle fait semblant d'être mon amie mais en fait elle m'aime pas et tout. Genre on va avoir grave des pensées comme ça qui vont alimenter cette pensée du rejet. C'est-à-dire que comme on pense qu'on est rejeté, on va croire que tout autour de nous est fait pour nous rejeter, de continuer à nous maintenir dans ça, alors que parfois, comme pour moi, c'est juste que les gens n'ont pas forcément le temps de répondre tout de suite. On va beaucoup réfléchir et genre on va prendre le silence ou l'indifférence des gens comme un rejet, alors que parfois, c'est pas du tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, moi j'ai réussi à m'en sortir. J'ai compris les mécanismes qu'il y a dans notre tête qui font qu'on pense à ça ou pense à ça. Et si tu t'es reconnu dans tous ces entre guillemets symptômes, pas de panique parce que tu peux t'en sortir en fait comme moi je m'en suis sortie et donc je ferai dans une deuxième partie comment les clés, les façons de penser, comment penser pour réussir à pardonner les gens qui nous ont rejetés, donc qui nous ont fait du mal, qu'est-ce qu'on doit se dire dans notre tête pour apprendre à notre âme qu'on n'est pas rejeté, qu'on est aimé, qu'il y a des gens qui nous aiment, qu'on a de la valeur, etc. Mais je ferai ça du coup dans une deuxième partie parce que là ça va être trop long. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que ça vous permettra aussi de gamberger en attendant que je sorte la prochaine. Genre de réfléchir à est-ce que vous êtes dedans, est-ce que vous n'êtes pas dedans, est-ce que vous avez identifié quelqu'un dans votre entourage qui est dedans. Et si vous voulez avoir la volonté de l'aider à s'en sortir, je vous invite à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et donc en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez bénis. Bisous!